Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Passer des vacances sur une île déserte est le rêve de nombreux touristes amateurs de séjours reposants et de paysages idylliques. Mais les lieux isolés de tout et préservés se font de plus en plus rares. Certains redoublent donc de passion et de travail pour permettre à ces atolls perdus dans l'océan d'être visités et surtout de continuer d'exister. Un défi tout aussi technique qu'écologique pour minimiser son empreinte environnementale et devenir complètement autonome en énergie, même au beau milieu du Pacifique. Nous sommes allés en Polynésie française, à la découverte de l'île de Tetiaroa, qui touche autant par sa beauté que par son histoire. C'est à l'initiative de Marlon Brando qu'un hôtel aussi luxueux qu'exemplaire a pu voir le jour. Je pense que toutes les personnes qui ont posé le pied ici ne peuvent pas ne pas être touchées par cette beauté d'abord, et ils vont essayer de la préserver. Et moi, c'est sûr que c'est pire parce que j'ai grandi là, cet endroit il m'a presque forgé. C'est une extension de moi-même, donc je suis obligée, c'est un devoir de participer à ce plan de conservation. Lors du tournage des Révoltés du Bounty, le célèbre acteur tombe amoureux de Tetiaroa et parviendra dès 1967 à acheter l'île. Marlon Brando n'a alors qu'un rêve, conserver la beauté du lieu en créant un complexe hôtelier à empreinte carbone zéro où chambres d'hôtel et stations de recherche cohabitent à la perfection. Il s'associe alors avec un grand groupe hôtelier polynésien pour mener à bien ce projet très avant-gardiste. 10 ans après sa mort, l'hôtel ouvre enfin ses portes et prend le nom de son illustre créateur, le Brando. Mais comment être autosuffisant en eau et en électricité au beau milieu de l'océan Pacifique? Comment associer la création d'un hôtel à des projets de recherche pour mieux protéger la faune et la flore de l'île? C'est à toutes ces questions que l'équipe de l'hôtel a dû répondre pour bâtir ce paradis écologique devenu un modèle pour le monde entier. L'insularité, être sur une île comme Tetiaroa, c'est à la fois un avantage énorme parce que ça nous préserve, mais c'est aussi un défi extraordinaire. Il faut toujours être en mesure d'apporter des réponses novatrices et de s'adapter finalement à ces contraintes qui sont assez considérables. Même isolé de tout, on retrouve sur l'île tout le confort nécessaire pour un séjour reposant. Un spa en pleine nature, un restaurant de spécialité polynésienne et un bar sur la plage. L'hôtel possède 35 villas dispersées sur l'île qui se fondent parfaitement dans leur environnement. Aucune construction sur pilotis n'a été entreprise pour ne pas envahir l'océan et conserver vue du ciel ce côté île déserte lorsque l'on arrive en avion.
Jean-Philippe est chef concierge. Au plus proche des clients, il s'occupe de leur bien-être et organise leur séjour. Il a quitté la métropole pour venir travailler au Brando. La démarche écologique de l'hôtel a fait partie des choses qui m'ont fait venir au Brando. Il y avait différentes choses, il y avait le niveau de luxe qui était recherché, les moyens qu'on se donnait pour ça, et aussi un petit peu le côté Marlon Brando, puisque je suis aussi fan de cinéma Mes heures perdues. Et donc voilà, venir sur l'île de Marlon Brando, c'était quand même quelque chose aussi qui m'attirait particulièrement. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de l'unique villa 3 chambres, la plus grande et la plus luxueuse de l'hôtel. Elle possède une piscine privée et une terrasse extérieure. Le phare et poté, comme la construction de la maison, sont faits avec des matériaux traditionnels et très respectueux de l'environnement. Donc on va retrouver du bois qui principalement viendra de Polynésie, voire de Tetiaroa. La Polynésie pour nous est ce que l'on met en avant, que ce soit à travers le personnel ou à travers effectivement les matériaux utilisés et les constructions. Nous limitons au maximum l'empreinte et si demain l'hôtel devait fermer, tout était recyclé de toute façon, c'était une priorité lors de la construction, donc tout sera recyclable sans aucun problème. Dans chaque villa, on retrouve un salon et une salle à manger avec une baie vitrée qui offre une vue magnifique sur le lagon. La décoration est simple et épurée pour rester authentique et valoriser les matériaux locaux. Le toit, comme on peut le voir, est en matière traditionnelle, donc on utilise du pandanus tressé. Et donc on retrouve après toutes les boiseries aussi, avec des bois locaux utilisés de manière la plus typique possible. Les salles de bain possèdent de grandes baies vitrées et une baignoire extérieure pour profiter pleinement de cette expérience en pleine nature. L'air conditionné est incontournable pour un hôtel de luxe, mais reste très gourmand en énergie. Il a donc fallu trouver des solutions pionnières et écologiques pour assurer le confort des villas. L'hôtel utilise donc le SWAC, une climatisation produite grâce à l'eau de mer des profondeurs, naturellement froide. La climatisation, ça représente environ 50% des besoins en énergie d'un hôtel. Le SWAC nous permet d'effacer ce besoin de 50%. Du coup, nos besoins en énergie, en production d'électricité sur Tetiaroa ont été divisés par 2. Produire le double n'aurait pas été possible. Donc, le SWAC a été absolument nécessaire. Le principe est simple mais ingénieux. Prendre de l'eau de mer à 900 mètres de profondeur et la remonter par un système de pompe. Elle arrive alors à 5 degrés. Cette eau glacée est utilisée pour rafraîchir l'air qui est ensuite distribué à chaque bâtiment climatisé. Toumi Brando est la petite fille de l'acteur. Elle a grandi sur l'île et y travaille aujourd'hui en tant que guide naturaliste. Ici, on la surnomme la gardienne du trésor. En faisant découvrir aux clients la faune et la flore de l'île, elle souhaite sensibiliser le grand public à la protection de l'atoll. Elle nous emmène ce matin sur l'île de Terunaiti, plus connue sous le nom de l'île aux oiseaux. Alors ici, on a des fous bruns. Et donc là, il y a une femelle et un mâle. La femelle, c'est celle qui a le bec un peu vert pâle. Et le mâle, c'est celui qui a le bec bleuté. Tetiaroa est composé de 12 motu, qui signifie îlot en polynésien. L'hôtel est présent sur un seul motu et les 11 autres sont restés complètement vierges de toute construction et présence humaine. Cet îlot, Terunaiti, est vraiment préservé, inhabité, visité parfois, par nous, par les clients de l'hôtel, mais vraiment respecté. Tetiaroa, c'est une richesse pour la Polynésie française, pour les îles de la société, parce que c'est un endroit où les animaux ils sont chez eux. Il y a juste un motu qui est occupé, où il y a une structure hôtelière, mais sinon tout le reste est préservé. Comme ça, il y a un endroit où on les laisse en paix. C'est un havre de paix pour eux. Je ne me lasse pas de Tetiaroa, je ne me lasse pas de ce qu'elle peut m'offrir. J'ai vraiment été bénie d'être née ici et d'avoir grandi ici.
Pour s'occuper de l'île et de l'hôtel, près de 170 personnes travaillent sur le site. C'est à quelques centaines de mètres des villas que se trouve le village des employés. Les allers-retours avec Tahiti étant impossibles quotidiennement, ils vivent sur l'île durant toute l'année et sont logés dans des bungalows écologiques appelés farés. C'est vraiment vital ici d'avoir un village qui est digne d'un quartier résidentiel dans une ville X ou Y, puisque au-delà de travailler sur cette île, on y vit. Donc le tout, c'était d'avoir vraiment un lieu convivial où les gens ont leur intimité tout en étant ensemble pour pouvoir partager cette vie en dehors du travail. Dans chaque faré, on dispose d'une climatisation qui fonctionne au même type que la climatisation de l'hôtel, donc grâce au système SWAC. Et puis on a aussi un panneau solaire par bloc de faré qui alimente les ballons d'eau chaude qui sont finalement le circuit de chaque faré pour la douche et les lavabos. Par la force des choses, nous avons dû être novateurs sur ce projet parce que les défis étaient immenses. À savoir, nous devions être autonomes en énergie. C'est un très gros challenge et qui nous oblige à aller vers des solutions pionnières, innovantes et à continuer toujours d'avancer dans cette direction. Pour alimenter l'hôtel et le village des employés, 4500 panneaux solaires ont été installés le long de la piste d'atterrissage. L'île produit elle-même son énergie et a ainsi créé sa propre compagnie électrique nommée EDT, Électricité de Tetiaroa. Sur l'île, l'énergie est produite essentiellement donc, avec les panneaux solaires. Donc on est à peu près à 60% de la production d'énergie qui est sur les panneaux solaires. Donc pour la gestion de la production d'énergie, mais pour la production de l'eau également. On est 6 sur place. Et effectivement, nous avons des téléphones d'astreinte qui sont reliés au poste de commande. En cas de problème, on est prévenu instantanément. C'est un challenge d'être autonome sur l'atoll. On n'a aucun autre besoin, on se fournit automatiquement nous-mêmes. Toujours dans sa démarche de solutions durables et innovantes, l'hôtel produit le reste de son énergie à l'aide d'un générateur d'huile de copra. Il s'agit d'un biocarburant réalisé à base de noix de coco, un procédé unique au monde. Ici, nous avons 2 cuves. Donc ces 2 cuves qui contiennent du copra et nous avons une capacité de 25 000 litres par cube. Les cocos sont coupés en 2 et séchés et puis ensuite elles sont pressées où est extrait l'huile de coco. Voilà. Là, nous avons de l'huile brute. Si nous n'avions pas ce carburant qui est le copra, les groupes fonctionneraient à partir du gasoil. Cette huile-là est propre à la consommation et également elle sert à faire de l'huile de monoeil. On travaille sur des installations qui sont uniques, totalement écologiques et totalement avant-gardistes, donc c'est plutôt très bien pour le futur de ma carrière professionnelle. Grâce à ses nombreuses années de recherche et à un investissement financier important, l'hôtel a pu trouver les solutions les plus durables à son fonctionnement. Aujourd'hui autonome en énergie, le Brando démontre qu'il est possible d'approcher une empreinte carbone zéro en faisant appel aux nouvelles technologies et en maintenant l'atoll dans son état originel. Monique s'occupe de l'entretien des parties communes du Brando. Elle a reçu une longue formation pour apprendre à utiliser des produits écologiques et exécuter les bons gestes en accord avec la politique environnementale de l'hôtel. C'est l'une des premières employées à être arrivée sur l'île, quelques semaines avant l'ouverture. On nous a appris à trier nos déchets, à économiser l'eau, à ne pas gaspiller en fait. Au niveau de la nourriture aussi, c'est un peu comme l'école. La différence ici, c'est que c'est loin de tout. Il n'y a pas de magasin, pas de voiture, à essence je veux dire, pas de pollution aussi. Au village, on s'entend avec tout le monde, c'est une famille, c'est nos frères, sœurs, père, mère. Vu que tu n'as pas ça ici, tu n'as pas ta famille ici à Tetiaroa, ben on se considère tous comme une famille, des frères et sœurs.
Parmi les employés de l'hôtel, on retrouve bien entendu l'équipe de cuisine. Elle élabore chaque jour des recettes traditionnelles composées de produits provenant du potager biologique de Tetiaroa ou bien en se fournissant en local. Sur les fruits et légumes, on a de la papaye, on a des bananes qui sont sorties déjà. On a quelques melons, mais non, on arrive à avoir vraiment quand même tous les produits. Après, si on compte tous les atolls et les marquises, on arrive à avoir tous les produits qu'on veut. On arrive à faire nos glaces, nos sorbets. Sur certaines herbes, on arrive un peu à faire des sorbets, des granités. De toute façon, en général, on reçoit les produits bruts. Après, tout le reste est transformé en Tetiaroa. On fabrique notre glace, le pâtissier fabrique les viennoiseries, fabrique le pain. Donc, il y a vraiment tout le matériel qui est derrière en pâtisserie pour produire tous ces petits plus. Le staff sur Tetiaroa aussi s'amuse un peu pendant son temps libre, quand on a une journée de repos, à faire pousser son basilic, son piment, sa menthe, sa citronnelle qui pousse très bien à Tetiaroa. Voilà, un peu de persil, donc chacun arrive à avoir ses herbes aromatiques. Et quand on a un surplus à la maison, on l'amène au boulot et on travaille avec les herbes qu'on fait pousser nous-mêmes. En cuisine, l'équipe est particulièrement sensibilisée au tri sélectif. Pour les déchets, on va dire tout ce qui est aliments, donc toutes les épluchures de légumes, le poisson, la viande, tous les déchets, ça part dans un biodigesteur. Le biodigesteur est une très grosse machine avec des enzymes à l'intérieur qui va absorber à peu près 200 kg de nourriture par jour. Donc on peut lui mettre 200 kg de déchets par jour et qui au bout de 24 heures va vous donner une mixture qui va être comme du café. Et ça, pour donner un exemple, pour le mélanger à de la terre, pour vraiment apporter tout ce qui va en vitamines, il faut y ajouter simplement 10% de ce compost-là dans de la terre, on va dire, qui n'est pas fertile. Ça vous fait une terre terrible pour l'ensemencement. Lorsque l'on vit sur une île isolée, la gestion de l'eau est un élément incontournable. Tetiaroa n'est pas relié au réseau de Tahiti. Ils ont donc dû trouver des solutions sur place pour devenir complètement autonomes. L'eau de mer est pompée puis nettoyée pour devenir potable et approvisionner les chambres et autres installations de l'hôtel. Derrière moi, nous avons donc les 2 cuves d'eau de mer. Donc c'est de l'eau de mer qui est envoyée sous pression à travers des membranes et qui est totalement dessalée. Une fois que l'eau est dessalée, donc elle est reminéralisée avec des minéraux. Ensuite, elle est chlorée pour être injectée sur le réseau. Donc avec un procédé qui est plutôt simple en apparence, mais techniquement quand même assez compliqué, on peut arriver à créer de l'eau potable avec de l'eau de mer. Toutes les eaux de pluie en fait sont récoltées sur les toitures des bâtiments des zones techniques pour être utilisées donc pour la buanderie, notamment pour les machines à laver, et également donc pour l'eau des WC. L'île se réveille au premier rayon du soleil. Les employés commencent à travailler et les clients sortent peu à peu de leur villa. C'est aussi le début de la journée pour la station de recherche présente sur l'île. L'autre projet qui serait intéressant, c'est de collaborer avec des chercheurs sur les îles Cook et des chercheurs à Fidji pour essayer de poser des balises sur leurs tortues là-bas, parce qu'il y en a de là qui vont en Calédonie, il y en a qui vont au Vanuatu, il y en a qui vont à Tonga. Mais ça serait intéressant qu'on collabore avec eux, quoi.
Voilà, donc ça c'était pour les cartes de migration. Cécile Gaspard est une personne incontournable de l'île. Elle a créé avec l'hôtel l'association Temanao Temoana qui œuvre pour la protection de l'environnement marin. Donc ça c'est la petite d'un autre nid là qu'on a trouvé hier, ici sur le motu de l'hôtel, donc le motu Onetaï. Il était vraiment bloqué tout au fond et on voit qu'elle est bien déformée. Et au niveau du ventre aussi, on voit elle est toute plissée là de ce côté-là. La vision de Marlon de Brando était très large. Elle voulait d'abord être respectueuse de l'environnement. C'était effectivement à la fois un endroit qui puisse accueillir des clients, des invités, c'est le côté hôtellerie, mais il y avait tous ces aspects dont il était particulièrement curieux en nouvelles technologies, en recherche scientifique, toujours liés à la protection de l'environnement. À tout à l'heure. On va voir. La première mission qui a été confiée par le complexe hôtelier, donc par l'hôtel Brando, ça a été le développement d'activités naturalistes guidées pour la clientèle, donc la découverte de tout l'atoll avec des composants bien structurés avec des spécialistes. Et puis nous sommes en train de collaborer également avec l'association qui s'appelle Tetiaroa Society, qui gère l'écostation, pour faire venir des chercheurs et mettre en place les projets de recherche, puis la partie vulgarisation par la suite des éléments de recherche qu'ils auront collectés pour la clientèle et pour le grand public et les scolaires de Polynésie. Parmi toutes les actions de cette station de recherche, un important programme de sauvegarde des tortues a été mis en place. Cécile et son équipe étudient le cycle de ponte sur Tetiaroa et surveillent les naissances. Voilà, ça c'est une coquille vide. En général, elles sont toujours en deux parties. La grosse partie, la petite tortue donc, a ce qu'on appelle un diamant, un petit pic au bout de son nez, qui fendille la coquille et elle sort. Vous voyez, c'est assez souple. C'est très rond, c'est vraiment une balle de ping-pong, voilà. Un œuf, on va dire, reconstitué à peu près. Et donc on les compte pour savoir combien sont sortis. Donc là, typiquement, c'est un œuf qui n'a pas éclos. Ben, ceci, il y a une petite dedans. Ah ouais? Ah ouais, là, c'est sûr. Et dans celle-là, par contre, on sent un début de développement embryonnaire, donc je vais l'ouvrir quand même. Et on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Et voilà, c'est un début de développement. Alors là, on voit bien sa tête. La nageoire antérieure. La tête de la tortue, son dos, la nageoire postérieure. Et vous voyez ce qu'on appelle le vitellus, c'est son jaune d'œuf. C'est ce qui lui permet de s'alimenter, d'être alimenté pendant ce développement embryonnaire qui est relié à un petit cordon. Et vous voyez, le ventre est encore complètement ouvert. Donc elle, son développement s'est arrêté alors qu'elle était en cours de... Mais après, savoir pourquoi ce développement s'est arrêté, ça on ne peut pas savoir. Ça peut être un problème génétique. Au tout départ, je suis venue accompagnée par Théotou, le fils de Marlon, pour venir voir les sites de ponte des tortues. Et c'est vrai que bon, cet atoll est magnifique, il a été préservé. Et très clairement, depuis l'ouverture de l'hôtel, absolument rien n'a changé, je dirais en mal bien sûr, mais plutôt en bien, c'est-à-dire qu'on est présent pour observer et protéger bien sûr. C'est grâce à la structure hôtelière qui existe maintenant qu'on a pu avoir des moyens logistiques et de personnes pour faire des suivis beaucoup plus précis qu'avant et avoir des résultats qui nous permettent de mieux protéger les sites et notamment le taux de survie des petits. Cette symbiose entre une association et l'hôtel Brando, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être duplicable dans d'autres endroits du monde, bien sûr. C'est une formule qui est vraiment très, très importante à bien développer avec quand même une très grande autonomie des deux groupes. C'est-à-dire que le centre de recherche est à même de décider ses propres programmes de recherche. Ce n'est pas l'hôtelier qui décide les programmes de recherche, mais c'est bien sûr dans un but de meilleure compréhension et de protection de l'écosystème dans lequel il se trouve. Allez, la liberté, go! On peut faire du luxe tout en préservant l'environnement, en préservant la biodiversité, en étant dans l'équitable aussi et idéalement aussi en étant viable. Je crois que nos clients repartent avec de très belles images, mais aussi en se disant oui, ça c'est à préserver à tout prix. Je pense que les hôtels de demain seront presque obligés de s'aligner à cette dynamique
de conservation. Je pense qu'à un moment donné, je vais devoir partir, mais pour mieux revenir, avec plein de projets qui vont toujours s'inscrire dans ce plan de conservation. Hein. Et surtout d'éducation. C'est plus facile de toucher les enfants. Et de toute façon, ce sera les adultes de demain. Donc c'est eux qui auront le pouvoir, on va dire. Et je préfère les enfants. Construire un hôtel 5 étoiles 100% écologique n'est plus une utopie. Et le Brando est en passe d'obtenir la prestigieuse certification LEED Platinum. L'équipe de l'hôtel prouve que le tourisme de demain va devoir s'adapter et qu'il est possible, même au bout du monde, de bâtir durable en préservant l'héritage local.